Europe 1, 10h, 11h30. Culture Média. Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Dans un instant, on sera avec deux grands chefs, deux top chefs, Mohamed Cheikh et Victor Kuntz. Mais avant ça, on va faire un petit tour par Roland-Garros avec le plus grand fan de tennis d'Europe 1 et spécialiste de l'histoire du tennis, Julien Pichenet, qui est avec nous. Bonjour les amis. Et puis le champion français, consultant pour Europe 1, radio officielle de Roland-Garros, Cédric Pioline, qui est en ligne avec nous. Bonjour Cédric. Bonjour. Et merci d'être là. On va vous retrouver tout au long de la compétition qui commence dès aujourd'hui avec les matchs de qualif et qui se terminera le 7 juin. Et alors, moi, c'est comme pour l'Eurovision dont on parlait tout à l'heure. La première chose qui m'intéresse, c'est est-ce que cette année, il y a des chances qu'un Français ou une Française brille à Roland-Garros comme Loïs Boisson qui nous a fait tant rêver l'an dernier. Cédric Pioline, est-ce que vous y croyez cette année ? Est-ce qu'il peut se passer quelque chose pour la France ? Ah, je crois que c'est une question pour Julien, ça. Ah non, vas-y Cédric. Pourquoi c'est un piège ? Non, écoutez, c'est compliqué. C'est vrai que traditionnellement, à part de temps en temps des surprises de vainqueurs hommes ou femmes, de joueurs qu'on n'avait pas vu venir, c'est vrai que les prétendants à la victoire sont ceux qui sont dans les meilleurs classements et puis surtout qui ont bien performé lors des tournois préparatoires à Roland-Garros. Mais sans parler de victoire, Cédric, est-ce qu'on peut espérer qu'une personne brille un peu à Roland-Garros, un Français ? On a des grands espoirs sur Arthur Fils. Maintenant, il a eu une petite alerte physique lors du tournoi de Rome, puisqu'il s'est il a dit qu'il avait un problème au dos. Enfin, il a abandonné tout simplement. Ouais. Donc, alors que depuis sa reprise sur blessure, qui était arrivée l'année dernière à Roland-Garros, une fracture sur une vertèbre dorsale, donc une grosse pas il a fait un début de saison magnifique depuis le mois de février, des résultats d'un joueur du top 5. Donc il est pas dans les hautes têtes de série, c'est ça un petit peu la problématique, je dirais, où il va être assez dépendant du tirage au sort, mais un peu comme tout le monde. Et puis vous l'avez nommé, Loïs Boisson, de son côté, elle, après son magnifique parcours l'année dernière en demi-finale, jusqu'aux demi-finales, a été énormément blessée, a très peu joué. Elle est en ce moment à Strasbourg. Elle a gagné finalement son premier match de la saison, donc, et puis elle est 40e mondiale, donc elle est pas tête de série. Potentiellement, elle peut tomber contre un gros morceau dès le premier tour. Donc, j'ai envie de vous dire, j'ai pas envie d'être pessimiste, j'ai justement envie d'être optimiste. Mais vous y croyez moyennement, quoi. Voilà. Ouais, écoutez, moi je pense qu'il faut être raisonnablement optimiste en se disant que si on arrive à avoir 3-4 joueuses en deuxième semaine, en huitième, ça sera déjà super, voilà. Et pareil, après les déroule, comme on dit. Julien Pichenet, vous faites le même pronostic pour la France ? Non, mais si Arthur Fils est en pleine possession de ses moyens, s'il n'est pas dans la partie de tableau, il est 17e, Yannick Sinner, voilà, du classement mondial. Tout le monde va vouloir être très très loin de Yannick Sinner dans le tableau, parce que l'Italien qui a gagné à Rome encore hier, il a gagné tous les grands tournois de préparation, Monte-Carlo, Madrid, Rome, il est évidemment le grand favori de ce Roland-Garros en l'absence d'Alcaraz, qui est blessé, donc on n'aura pas la même finale que l'an dernier. Il a un boulevard devant lui. Si Arthur Fils est loin de Yannick Sinner et qu'il est en pleine possession de ses moyens, donc il peut envisager d'aller très loin. Pourquoi pas un quart de finale, une demi-finale, peut-être même plus, on ne sait jamais. Je rappelle que le dernier Français à avoir atteint les demi-finales chez les garçons, ça remonte, c'était Jo-Wilfried Tsonga en 2015. Donc ça commence un petit peu à remonter, ça fait 11 ans. Mais ça vous est arrivé aussi, Cédric Pioline, d'atteindre ce score-là des demi-finales, d'aller jusqu'en demi-finale de Roland-Garros. Qu'est-ce qui vous a manqué d'ailleurs pour aller plus loin à l'époque ? Qu'est-ce qui m'a manqué ? Un peu de gasoline dans le réservoir, comme on dit, puisque je suis arrivé en demi-finale épuisé parce que j'avais fait 3 matchs en 5-7, dont les 8e et les quarts, donc à la file. Et puis j'ai joué un super joueur de terre battue à l'époque, qui était Alex Correggia, double finaliste, et pour potentiellement jouer de l'autre côté deux autres Espagnols qui étaient à l'époque Moya. Il était avec que des Espagnols en demi-finale. Exactement, oui, non, mais quand on arrive en demi-finale, c'est magnifique. Mais là j'avais encore deux fois 8000 sans oxygène à peu près. Donc mais j'avais malheureusement plus de carburant. Roland Garros est probablement le tournoi le plus exigeant
physiquement, et c'est vrai que, parce que les échanges il sont faut très avoir longs un sur peu terre de, battue, oui, il faut savoir s'économiser, avoir un bon tableau, un peu de chance. À part quelques joueurs type Nadal à son apogée, Alcaraz, Sinner qui ont une marge sur les autres. Ce qui n'était pas mon cas, donc oui, c'est quand on arrive au bout, on a beaucoup d'heures dans les pattes et ça compte. Costaud physiquement, quoi. Et alors, vous l'avez dit, chez les hommes, le favori, c'est Yannick Sinner, archi favori. Est-ce que Novak Djokovic, qui va avoir 39 ans là cette semaine, est-ce qu'il a encore ses chances selon vous, Julien ? Alors, ses chances pour aller au bout, ce serait quand même surprenant, parce que déjà Sinner, il va falloir que quelqu'un le batte, et je pense pas que ce sera Djokovic, bien qu'il l'ait battu à l'Open d'Australie en début d'année. Non, à 39 ans sur terre battue, c'est une surface beaucoup trop exigeante pour que Novak Djokovic puisse aller très très loin. Alors c'est toujours Novak Djokovic, hein, il a toujours cet ascendant psychologique sur tout le monde. Il fait peur. Vous rentrez sur le court face à Djokovic, forcément, vous êtes un joueur sans expérience. C'est très difficile. Mais en plus, il n'a pas gagné de match sur terre battue encore cette année. Hein. Il n'a joué qu'un seul match, il l'a perdu. Donc il arrive sans trop de références. Compliqué. Et alors chez les femmes, qui sont les favoris cette année, Cédric Pioline, c'est assez ouvert là, non ? C'est plus ouvert, oui, c'est plus ouvert. Après, on a vu une forme de comeback magique de Svitolina qui vient de s'imposer à Rome contre Coco Gauff, mais je crois que oui, donc avec cette victoire, elle rentre dans les prétendantes. Mais après, on reprend un petit peu j'ai envie de dire un petit peu les mêmes. Coco Gauff qui est la tenante du titre, Zabalenka qui, je pense, aimerait beaucoup s'imposer porte d'Auteuil, Rybakina qui est toujours dangereuse, et puis 2-3 joueuses aussi qui sont pas loin derrière, peut-être dans le deuxième wagon. Mais oui, c'est un peu plus ouvert, mais beaucoup de compétition, je dirais, sur cette édition, avec justement du fait de l'ouverture, pas mal de prétendantes qui ont envie d'inscrire ou de réinscrire leur nom au palmarès. Oui. Ça va être intéressant à suivre ça, et la vraie compétition démarre donc la semaine prochaine. Et alors pour s'y préparer, Julien Pichenet, précisément dimanche, exactement. Europe 1 sort aujourd'hui le podcast Destin extraordinaire sur la fabuleuse histoire de Roland Garros. On y apprend plein de choses, notamment pourquoi le stade s'appelle Roland Garros. Effectivement. Et pourquoi un aviateur pour le nom de ce stade ? En fait, c'était un ami. Il est mort en 1918, à la toute fin de la Première Guerre mondiale. C'était l'ami d'un des concepteurs, d'un des fondateurs du stade, qui voulait absolument lui rendre hommage. Il jouait plutôt au rugby. Il était licencié au Stade Français. C'est le directeur du Stade Français qui, à l'époque, en 1927, a mis ses fonds personnels pour la création de ce stade, qui était censé au départ accueillir une rencontre de Coupe Davis. C'était provisoire. Et 100 ans après, c'est toujours là. C'était l'ancien cours numéro 1, c'est ça qui servait pour la Coupe Davis ? Ah non, c'est l'actuelle centrale. Il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Il a été rebâti. On a tout refait plein de fois, mais il n'a pas bougé. On est exactement à l'endroit où se trouvait le stade en 1928 pour la première édition des Internationaux de France à Roland-Garros. Mais alors, j'ai appris dans votre podcast Destin extraordinaire aussi que Roland-Garros avait changé de nom à une époque. Oui, c'était très dur à ce moment-là. En 1972, vous allez découvrir ça dans cette fabuleuse histoire de Roland-Garros racontée par Olivier Delagarde. C'est disponible dès aujourd'hui sur le site et l'appli Europe 1. Merci beaucoup Cédric Pioline d'avoir été avec nous. Cédric, qu'on retrouve dans Service Gagnant, dans Europe 1 Info avec Lélie Mathias, et puis dans Europe 1 Soir aussi avec Pierre de Villeneuve. Vous allez avoir une belle quinzaine qui vous attend. On espère que le temps sera au rendez-vous. Merci Cédric. Merci à vous. À bientôt. Allez, dans un instant,